Donc depuis un peu plus de 30 ans, le SNUEPP a fait le choix de questionner le métier, de le faire évoluer. Cette volonté de rassembler, de parler tout à la fois du métier, des élèves, des personnels, c'est comme ça que notre syndicat est devenu, dès 1996, ça remonte, 4 ans après sa création, c'est devenu le premier syndicat des enseignants des écoles. Alors, vous devez le savoir, mais la FSU-SNUEPP organise chaque année, donc dans cet esprit-là, son université d'automne, sont 3 journées de réflexion et d'échange sur le métier, sur l'école, entre enseignants, chercheurs, spécialistes de l'éducation. Et d'ailleurs, depuis quelques années, parmi les 400 participants, on retrouve régulièrement des collègues syndiqués du hors de France. En France, dans de nombreux départements organisent des universités de printemps ou d'autres saisons. Et le Hors de France, donc pour sa 4e année, organise lui son webinaire de printemps. Alors pour nous, le but, c'est d'organiser quelque chose qui est différent des stages de formation continue, c'est d'offrir un autre regard, une autre réflexion ou des approches différentes. Et si on peut organiser ce webinaire aujourd'hui, c'est grâce notamment aux cotisations de nos adhérents et nos adhérentes. Donc, on vous invite et on vous incite à renouveler ou à adhérer si ce n'est pas fait. Et cette syndicalisation, elle est essentielle, à la fois pour ces moments de formation, mais également pour se défendre collectivement. Cette année, on a dû traiter 2 thèmes sur 2 journées différentes. Donc, le 29 avril, c'était sur la philosophie à l'école avec Edwige Chirouté. Et aujourd'hui, on parlera des nouveaux programmes en français et en mathématiques, ainsi que du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, avec bien sûr son raccourci EVARS. Et donc, on va traiter ça avec Sarah. On a choisi ces 2 thèmes pour répondre aux besoins estimés des collègues, pour ouvrir la réflexion. Et d'ailleurs, on rappelle qu'on est ouvert à toutes les propositions pour les prochains thèmes, pour d'autres formations, d'autres stages de formation syndicaux. Alors, pour en revenir au thème d'aujourd'hui, c'est encore et toujours dans l'esprit macroniste, en marche forcée ou tout en même temps. Donc, on retrouve la verticalité, on retrouve la précipitation, on retrouve l'improvisation. Malgré un vote défavorable au CSE, il y a quand même eu 47 voix contre et 3 voix pour. À la rentrée 2025, les professeurs, donc vous, devrez appliquer les programmes de cycle 1, les programmes de cycle 2, le programme EVARS, et puis maintenant les demander aux équipes, là sur les 2 derniers mois, de se former au nouveau programme de cycle 3 en français et en mathématiques. Donc, voilà pourquoi cette journée aujourd'hui. Exactement. Donc, dans un premier temps, Sarah présentera la philosophie des nouveaux programmes, puis nous allons entrer dans le cœur du sujet avec le français puis les mathématiques. Il y aura un temps d'échange entre chaque partie. Puis, si vous avez besoin, vous pouvez utiliser le chat. Et puis, dans un deuxième temps, après une courte pause d'une dizaine de minutes, pas 20, nous aborderons l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, EVARS. Donc, Sarah Amoudi-Wilkowski est une militante qui fait partie du secteur éducatif de la FSU-SNUIPP. Elle a animé de nombreux stages nationaux et départementaux sur les nouveaux programmes et EVARS. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle complète cette présentation et commence. Voilà, la parole est à toi. Très bien, merci. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Et puis, merci de m'avoir proposé d'animer un de vos webinaires annuels pour les collègues du Hors-de-France. Donc, je me doute bien qu'après, j'ai été informée en amont, je pense particulièrement tout à l'heure à la présentation du programme EVAR, que selon les pays dans lesquels vous enseignez, peut-être il y aura des particularités par rapport à ce que nous, on peut en faire en France métropolitaine et dans les Drômes. Alors moi, je suis professeuse des écoles à Chambéry en Savoie, donc dans le sud-est de la France, et comme l'a déjà expliqué Isabelle, donc militante au secteur éducatif de la FSU-SNUIPP nationale. Je suis déchargée 2 jours pour le SNUIPP et je suis 2 jours en classe avec des élèves de CE2 en REP+. Voilà pour la présentation rapide.
J'avais remis du coup le déroulé auquel on a pensé. Donc l'idée, c'est effectivement de vous présenter d'abord quelques généralités qui nous semblent importantes, que tout le monde ait en tête et qui sont valables pour l'ensemble des nouveaux programmes maths et français du cycle 1 jusqu'au cycle 3. Et puis qu'ensuite, on rentre un petit peu plus dans le détail en présentant, on va dire, des points un peu emblématiques des programmes de français et des programmes de maths. Donc, ce ne sera pas exhaustif, évidemment. Et puis, on verra après au travers de vos questions. Et donc, dans un deuxième temps, le programme EVAR, et non pas EVARS, mais on en reparle tout à l'heure, puisque pour ce qui est de l'école primaire, on n'a pas le petit S pour ce qui concerne la sexualité. Mais on expliquera tout ça après 16 heures, a priori. Donc, je vais surtout essayer d'être attentive aussi à l'horaire et de ne pas trop parler pour qu'il y ait le temps des échanges. Voilà, alors bon, le petit souci technique, donc c'est pas grave, vous avez des diapos avec un fond blanc. Je ne suis pas sûre que ce soit gênant, mais à la base, il y avait toutes les couleurs de la FSU et du SNUIPP. Voilà, il paraît que faire des affichages sobres en classe, donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir un diaporama un peu plus sobre. Et du coup, c'est parti. Alors, donc, on a eu la publication, les nouveaux programmes français et maths du cycle 3, donc qui sont les plus récents, ont été publiés là le 16 avril 2025 et les programmes cycle 1 et cycle 2 avaient été publiés, eux, à l'automne, fin octobre 2024. C'est pas compliqué, c'était le jour d'Halloween. Alors, on ne sait pas s'il fallait y voir un signe ou pas vu le contenu de ces programmes. En tout cas, ce qui est une évidence pour l'ensemble de ces nouveaux programmes, c'est qu'ils ont vraiment été rédigés selon des modalités qui sont en rupture avec la logique d'écriture qui prévalait pour les programmes de 2015, pour lesquels il y avait quand même eu un temps de construction avec des consensus qui associaient l'ensemble de la recherche en éducation, et là, c'est plus du tout le cas. Il y a des marqueurs assez forts qui ne sont pas positifs. Je peux tout de suite faire un petit spoil. Pas beaucoup de points positifs sur ces nouveaux programmes. Ils sont marqués par une saturation curriculaire, un masquage des véritables enjeux d'apprentissage, des erreurs, voire des mensonges didactiques, un empêchement de penser et des contraintes importantes sur le métier. Donc voilà pour le petit sommaire qui fait éventuellement un petit peu peur. Et je me permets de rappeler que la réécriture de ces programmes français-maths ainsi que la révision de l'ensemble des autres programmes pour tous les autres domaines disciplinaires qui sont prévus aussi d'ici à la rentrée 2026, tout comme la réécriture du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, en fait, ce sont des mesures du choc des savoirs dans le premier degré. Si vous vous rappelez les annonces qu'avait faites Gabriel Attal en décembre 2023, mais on est en plein là-dedans, dans cette logique-là. Donc, effectivement, Pierre l'avait dit tout à l'heure, les programmes cycle 1, cycle 2 applicables à la rentrée 2025. Pour ce qui est des programmes cycle 3, applicables de manière progressive. Alors, très sincèrement, où est la logique précisément? Je ne sais pas, puisque pour le CM1, en ce qui nous concerne, applicable à la rentrée 2025, je demande où est la logique, parce que pour les sixièmes, ça s'applique également dès cette rentrée. Mais par contre, pour le CM2, ce sera la rentrée scolaire 2026. Bon, il doit y avoir un petit truc qui nous échappe. Mais toujours est-il que tout ça approche. Alors, une fois n'est pas coutume, parce qu'en général, les outils, je les présente plutôt à la fin, mais comme les programmes cycle 1 et cycle 2 ont été les premiers publiés en octobre, c'est vrai aussi que c'est ceux sur lesquels on a peut-être le plus eu le temps de travailler, de décrypter. Là, on est en cours de finalisation du décryptage des programmes cycle 3, puisqu'ils ont été publiés finalement assez récemment. Et puis surtout, dans les points que je vais développer juste après, il faut quand même que je vous dise qu'ils sont surtout vrais pour les programmes de cycle 1 et cycle 2. Les programmes cycle 3 sont un peu moins pires. Voilà, je vais le dire comme ça. Pour ce qui est de la maternelle et du cycle 2, on a vraiment des contenus de programmes qui sont marqués par une idéologie inégalitaire. Il y a un abandon de l'ambition de l'acquisition d'une culture commune pour toutes et tous, et cette forte contrainte, cette mise sous tutelle quasiment des métiers de l'enseignement. Donc, je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, il y a une saturation du rythme des apprentissages, il y a des aberrations didactiques et surtout une primauté qui est faite aux apprentissages de bas niveau, des apprentissages mesurables, quantifiables, assez emblématiques, c'est l'affluence, en lieu et place de tout ce qui permet la construction du sens.
Et donc, en tous les cas, les 2-4 pages qu'on a pu publier en février sont des outils, me semble-t-il, utiles à utiliser. Je pense que le lien avait été envoyé de toute façon avec le lien du webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail autour de ces généralités, un premier marqueur, si je puis dire, c'est la fin de cet objectif de culture commune pour toutes et tous. Donc, encore une fois, ça sera légèrement moins vrai pour les programmes de cycle 3 pour lesquels les interventions syndicales, particulièrement celles de la FSU-SNUIPP, ont permis de gommer les aspects les plus néfastes. Malgré tout, ce que je vais développer là traverse l'ensemble des programmes. Donc, on est en rupture avec les logiques précédentes parce qu'en fait, ces programmes privilégient l'application de procédures systématiques, mécaniques, au détriment de tout ce qui peut être résolution de problèmes et construction de la pensée. Le sens des apprentissages, qui est pourtant essentiel à la mobilisation des élèves, disparaît au profit d'une succession de notions dont les liens entre elles ne sont pas apparents. La plasticité intellectuelle qui est permise par les démarches socio-constructivistes ou par l'entrée par ce qui fait problème dans les différents domaines est invalidée, n'est plus permise en fait par les procédures à appliquer. Ces programmes ont également un autre point qui pose problème, c'est que la colonne vertébrale de ces programmes, c'est vraiment l'idée de performance. Or, parmi les performances qui sont proposées, certaines sont difficilement atteignables, voire non atteignables, par la majorité de nos élèves. Et on le sait déjà. L'hétérogénéité des rythmes d'apprentissage devient un obstacle à la conduite de la classe parce que la logique, le principe des cycles est complètement abandonné. Alors, ce n'est pas écrit noir sur blanc. On trouvera dans les préambules des programmes qu'évidemment, on fonctionne toujours par cycle. Mais comme il y a un découpage annuel et même infra-annuel de tous les attendus, avec des propositions qui sont présentées par niveau, de fait, la logique des cycles n'est plus possible et n'est plus permise. Et cette décomposition vraiment en période, avec tous ces repères, repose sur l'hypothèse, et ça aussi c'est problématique, que tous les élèves avancent d'un même pas. D'ailleurs, il y a aussi l'idée qu'en fait, tous les élèves, et je parle bien d'élèves, y compris dès leur entrée à l'école maternelle, il n'est plus question d'enfants qui vont devenir élèves, des élèves tout de suite qui vont arriver, des vases vides, qui vont être modelés par l'enseignant, parce qu'il y a vraiment une conception très particulière de comment le professeur, c'est écrit comme ça, hein, parce que les textes ne sont pas féminisés du tout, va enseigner. Et donc, des élèves qui avancent d'un même pas, ce qui fait que les élèves qui n'avanceraient pas au rythme prévu par les concepteurs et les conceptrices du programme vont passer très tôt dans la case remédiation, parfois dès leur arrivée au CP. Donc, un élève modèle évidemment fictif. L'autre marqueur de ces programmes, qui va avec ce que je viens d'expliquer, c'est que les enseignants et les enseignantes sont vus plutôt comme des exécutantes et des exécutants et non plus comme des concepteurs et des conceptrices de leur enseignement. Puisque le respect de notre expertise disparaît sous la codification vraiment extrême des situations d'apprentissage, des pratiques et des postures enseignantes. Ces nouveaux programmes, ils ont au mieux une faible assise didactique. Plus généralement, ils sont en rupture avec les consensus scientifiques en sciences de l'éducation. Je le disais tout à l'heure, on y trouve des erreurs didactiques. C'est vraiment un bond en arrière. Il y a des conceptions datées et éloignées des acquis de la recherche, même si parfois on trouve des contradictions. C'est plutôt vrai d'ailleurs pour les programmes de cycle 3. La précocité de certains apprentissages, donc les erreurs ou les imprécisions d'autres, vont devenir des obstacles didactiques qui vont être peut-être indépassables et risquent d'enfermer dans l'échec nos élèves les plus en difficulté, qui sont majoritairement les élèves issus des classes populaires. Et le fait que ce soit pensé pour cet élève modèle fictif, qui est en plus un élève modèle qui est en réussite, qui en tout cas a les codes, qui a acquis dans son environnement familial les dispositions nécessaires pour faire les liens
que les programmes ne font plus, puisqu'il y a cette succession de notions complètement séparées, cloisonnées les unes avec les autres. Donc, on a des programmes qui, finalement, mettent à la marge du temps didactique les élèves qui devraient être la préoccupation première de notre système éducatif. Mais ils sont également pensés pour réduire les enseignantes et les enseignants à l'exécution de pratiques normées et dirigées. C'est très protocolisé, c'est très normé avec des points de vigilance pour les enseignantes et les enseignants qui sont une manière déguisée presque de nous dire en fait ce qu'on doit faire. C'est vraiment très prescriptif. Donc encore une fois, un tout petit peu moins dans le programme de cycle 3, qui l'est malgré tout. Et donc, ça va nous empêcher finalement, ça va réduire les élaborations pédagogiques que l'on peut élaborer pour faire progresser l'ensemble de nos élèves. En fait, il y a cette idée que ces programmes sont conçus comme une sorte de manuel à suivre, en fait, une feuille de route un petit peu clé en main qu'il n'y a plus qu'à appliquer sans poser de questions et sans réfléchir. Et le troisième élément assez nouveau, mais tout aussi problématique, c'est qu'on a vraiment cette idée de mettre en place et de valoriser une culture des indicateurs, les indicateurs chiffrés. Les programmes de cycle 1 et cycle 2, ils ont vraiment été rédigés au prisme des performances mesurables. C'est un peu moins le cas pour les programmes cycle 3. Donc, on trouve des objectifs chiffrés à atteindre pour les élèves et des prescriptions quantifiées pour les enseignantes et les enseignants, mais ce qui nous expose, et c'est là aussi que c'est problématique, à un contrôle accru des pratiques. Parce que du coup, ces indicateurs, ils deviennent des cibles à atteindre. En fait, ils sont pour beaucoup liés directement à la mise en place depuis 2018 des évaluations nationales. Puisque finalement, ce qu'on a pu constater avec ces nouveaux programmes, c'est que ce sont les items des évaluations nationales qui sont devenus les attendus des programmes, ce qui explique aussi leur appauvrissement et puis l'approche techniciste, mécanique, et puis cette idée de performance mesurable. Or, on sait et on connaît notamment la loi de Goodhart, donc c'est du nom de l'économiste Charles Goodhart qui avait développé ça à la fin des années 70 à propos de la politique monétaire, mais qui nous dit que quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure, puisqu'elle devient sujette à des manipulations. Alors les manipulations, c'est-à-dire soit un trucage en quelque sorte des chiffres, mais une manipulation indirecte qui est le fait de travailler uniquement à améliorer cette mesure. Or, c'est un petit peu déjà ce qu'on a pu percevoir ou constater dans les classes depuis la mise en place des évaluations nationales, c'est qu'il y a cette tendance au teach to the test, au bachotage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir que les éditeurs scolaires proposent des manuels ou des fichiers pour préparer les élèves aux évaluations nationales CP dès la maternelle. Là encore récemment, j'ai vu que dans le catalogue La Classe pour 2025-2026, il y a un fichier pour préparer dès la moyenne section les élèves aux évaluations nationales de CP. Mais alors attention, c'est, rassurez-vous, sans bachotage et avec gestion du stress. Vous voyez un petit peu où on en arrive. Et puis, ça se pose la question aussi de qu'est-ce qui se passe si on ne les atteint pas, ces objectifs chiffrés, sachant qu'en parallèle, ça va avec, mais on est vraiment en train d'assister donc à ce triomphe des indicateurs, mais lié au fait d'avoir un pilotage par les évaluations de l'ensemble du système éducatif. Et en fait, les nouveaux programmes sont une pierre angulaire de ce pilotage initié par Jean-Michel Blanquer, mais poursuivi en fait par ses successeurs et successeuses, je vais le dire comme ça. Donc il y a vraiment danger. Alors, je vais donner quand même quelques exemples de ces indicateurs. Pour ce qui est du cycle 1, et puis de ce lien avec les items des évaluations, pour ce qui est du cycle 1, on va par exemple trouver en maths le fait de, je cite, se familiariser avec les motifs organisés, donc au lieu de parler d'algorithme. Et ça, en fait, c'est un emprunt très transparent aux items clés des évaluations, pour le coup, non pas nationales, mais internationales. Donc, vous voyez déjà l'idée aussi que peut-être
avec une précocité des apprentissages, on va peut-être, dans le futur, mieux réussir, je sais pas, aux évaluations internationales Teams, en mathématiques, par exemple. En français, cycle 1, il y a la question du vocabulaire. Il faut comprendre, mémoriser, réemployer les mots des corpus enseignés. Et donc là, c'est 2 corpus de mots par période avant 4 ans. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait un découpage, enfin une présentation des attendus des programmes par niveau. Pour ce qui est de la maternelle, on ne trouvera pas petite section, moyenne section, grande section, mais avant 4 ans, à partir de 4 ans et à partir de 5 ans. Et alors, au passage, qu'est-ce qu'on fait si un élève n'a pas atteint ses attendus? C'est toute la question justement qui va se poser. Donc, 2 corpus de mots par période, on va dire en petite section, et en moyenne section, et puis 3 corpus par période en grande section. Donc, on a des choses comme ça vraiment très quantifiées et très codifiées. Dans d'autres chapitres du programme, on trouve encore cette volonté de quantifier, de morceler dans le temps les objectifs à atteindre pour les élèves, et du coup, par ricochet, par les enseignantes et les enseignants. Toujours en français cycle 1, le fait de devoir articuler distinctement des couples de consonnes proches. Et donc là, on vous dit, avant 4 ans, les objectifs d'apprentissage, c'est d'articuler distinctement t, que. Alors, je ne vais pas tous vous les faire parce que ça va être affreux, là, en plus, en visio. Mais on a comme ça le détail de ce qu'il faut faire en petite section. Et puis ensuite, à partir de 4 ans, puis à partir de 5 ans. Et alors, toujours des indicateurs annuels qui sont en plus totalement hors sol, vraiment par rapport au développement d'enfants de maternelle, ça c'est une évidence. Peut-être que les programmes de cycle 1 sont presque les plus dangereux parmi l'ensemble de la réécriture, même si, bon, cycle 2, c'est pas mal non plus, malheureusement. D'autres exemples de cette culture des indicateurs en maths cycle 2. Alors vraiment, on a des choses avec des tests en temps limité. Je parlais de fluence tout à l'heure. Alors, la fluence en lecture, c'est la grande mode, mais il y en a aussi la fluence en calcul. Et donc là, on va voir qu'il y a de la fluence en calcul avec, en fin de CP, un attendu de 9 résultats restitués en 3 minutes. Et puis ensuite, en CE1, ce sera une restitution de 12 résultats en 3 minutes et en fin de CE2, 15 résultats en 3 minutes. Et on va trouver comme ça des objectifs chiffrés pour différentes choses. Mémoriser des faits numériques. Alors, il faut connaître l'étape d'addition dans les 2 sens, avec l'idée que comme ça, l'élève pourra compléter des égalités à trous présentées de différentes manières. 4 plus combien égale 12, 5 plus 3 égale combien, 10 égale 7 plus combien, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Puis à la fin du CP, il faut que l'élève puisse compléter 8 égalités de ce type en 1 minute. À la fin du CE1, ce sera 12. À la fin du CE2, ce sera 15. On va retrouver la même chose avec l'étape de multiplication, avec des égalités à compléter. Et puis, à la fin du CE1, il faut en compléter 8 en 1 minute. À la fin du CE2, 12. Enfin, c'est la même chose dans d'autres domaines. En résolution de problèmes, on vous dit que les élèves doivent traiter au moins 10 problèmes par semaine. Voilà. Donc, on a vraiment toutes ces cibles, en fait, ces cibles à atteindre. Ce qui pose question. On a des chercheurs et des chercheuses comme Aurélie Chenet qui justement intervenaient à la dernière université d'automne, en octobre dernier, qui disait que les fondamentaux, pour reprendre ce terme, en maths, ça devrait être le langage mathématique pour raisonner, les activités intellectuelles qui devraient devenir des objets d'enseignement dans les classes. Et là, au milieu de tout ça, on s'éloigne et reste maintenant à savoir quelle place vont prendre la mesure régulière de tous ces objectifs chiffrés et quelle logique peut-être va l'emporter. C'est-à-dire qu'après, on va se poser la question aussi de comment nous, enseignantes et enseignants, on retrouve un pouvoir d'agir et ce qu'on fait avec ces nouveaux programmes qui arrivent et qui marquent franchement finalement un point de bascule pour l'école primaire. Je redonne un peu d'autres exemples et c'est une manière aussi de déjà finalement vous présenter le contenu des programmes, même si vous l'avez compris, on reviendra quand même sur quelques points saillants de français et de maths, mais au cycle 2 en français, on vous explique aussi, avec une cadence très soutenue, combien de correspondances grapho-phonémiques par semaine il faut faire
Et c'est toujours associé à l'idée d'évaluation régulière. Les élèves sont évalués régulièrement en fluence de syllabes, de mots, puis de textes. Parce qu'on a aussi cette conception très étapiste. C'est d'abord les syllabes, puis les mots, puis les phrases, puis les textes, et pas autrement. Donc, en CP, en fin de période 1, eh ben, il faut savoir décoder et encoder 12 à 15 correspondances graphophonémiques régulières, fréquentes et aisément prononçables. Et puis, on vous donne comme ça d'autres cibles à atteindre. En fin d'année, il faut décoder 30 mots par minute au minimum, sans préparation, 50 après préparation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la fluence de lecture. C'est 70 mots minute à la fin du CE1, 90 mots minutes à la fin du CE2, sachant qu'en plus, ce sont des seuils qui ont été fixés de manière tout à fait arbitraire. On ne sait pas d'où ça vient, hein, pourquoi tant de mots par minute et pas autrement. Et on va retrouver un peu ça d'ailleurs aussi au cycle 3. Pour terminer sur les exemples que je peux donner pour le cycle 2, là, vous avez aussi l'idée qu'en vocabulaire, il va falloir ingérer un certain nombre de corpus, 4 corpus par période au CP, 5 par période au CE1, puis 6 au CE2. Donc voilà, en fait, la moindre chose est quantifiée et on vous dit en fait ce qu'il faut faire. Puis bien entendu, tous les jours, chaque élève fait une dictée. Le totem de la dictée est assez marqué dans les programmes du cycle 2. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis d'exemple cycle 3 sur la diapo parce que, comme je le disais déjà un petit peu, même si les nouveaux programmes français et maths cycle 3 constituent également une régression, particulièrement par rapport à ceux de 2015, on va dire qu'ils sont moins dramatiques que les programmes du cycle 1 et du cycle 2, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a réussi quand même à faire à faire enlever ce qui pouvait nous sembler être les aspects les plus néfastes et plus problématiques. Et notamment, c'est vrai que j'aurais pu parler de la présentation, de la structuration de ces nouveaux programmes. On a pu faire disparaître des programmes de cycle 3 les exemples de réussite. Je ne sais pas si vous avez eu en fait l'occasion de jeter un œil à ces nouveaux programmes, mais donc on a ces points de vigilance pour le professeur qui vous dit donc en gros ce que vous devez faire et comment le faire. Et puis il y a des exemples de réussite. Bon, la nuance entre exemple et puis prescription de situations d'apprentissage à mener et à suivre est assez subtile. Et du coup, ces exemples de réussite, ça constitue un outil de contrôle aussi et de normalisation encore des pratiques enseignantes. Et c'est dans ces exemples de réussite notamment qu'on a l'énoncé des performances quantifiées. Et donc, ces exemples de réussite n'apparaissent pas dans les programmes du cycle 3. Pour autant, on a les mêmes soucis avec l'abandon de la notion de cycle, et puis des incohérences, des contradictions. Là, c'est assez évident dans les programmes cycle 3 que, peut-être parce que les concepteurs et les conceptrices aussi n'étaient pas les mêmes, hein, mais qu'il y a un intérêt, ça témoigne d'une attention aux recherches en didactique. Et puis, pour d'autres moments, on retrouve cette conception assez datée ou des choses qui vont être plus marquées de ce qu'on pourrait appeler le saut blanquérien, ou peut-être une attention plus à des travaux du CESEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale mis en place par Blanquer. Bon, voilà. Pour autant, on a quand même des objectifs chiffrés dans le cycle 3, et donc notamment en fluence en lecture, 110 mots minutes en CM1, 120 mots minutes en CM2, et vous avez encore en 6e les 130 mots minutes. C'est sans doute les cibles à atteindre les plus emblématiques. Et j'ai peut-être parlé très vite, trop vite, je ne sais pas, je ne sais plus ce qu'on avait mis sur les horaires, mais pour ce qui est des généralités, a priori, j'ai fait le tour. Donc, c'est à vous. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, avant qu'on rentre dans les quelques éléments vraiment saillants du français et des maths. Est-ce que des collègues auraient des questions, voudraient intervenir à ce stade de la présentation du webinaire? S'il y a... Cécile, non, ok. Donc, si une personne ne souhaite intervenir, on peut continuer sur le français. Puis comme ça, les questions se feront jour, peut-être. Peut-être, effectivement. Alors, ils sont saisis des fois. Ouais.
Aussi, c'est une possibilité. Donc après, l'idée à la fin, c'est quand même qu'on ne reste pas ces idées froides, voilà, et qu'on retrouve voilà, ce pouvoir d'agir. La combativité, ce qu'on peut faire. La combativité. Voilà, on ne va pas faire la conclusion avant la fin, mais quand même, il y a cette idée. Bon, alors, du coup, sur le programme de français, donc je le disais tout à l'heure dès le départ, je ne vais pas être exhaustive en fait sur le contenu des programmes, mais j'ai choisi de présenter, par rapport à tout le travail qu'on a pu faire au secteur éducatif de la FSU SNUIPP, des éléments qui semblent, oui, les plus emblématiques du contenu de ces nouveaux programmes. Pour ce qui est du cycle 1, ben, ça va être la confusion entre langue et langage. En fait, il y a vraiment un changement de paradigme. Il y a une transformation du domaine d'apprentissage qui, jusqu'ici, était mobiliser le langage dans toutes ses dimensions et qui devient programme d'enseignement pour le développement et la structuration du langage oral et écrit du cycle 1. Déjà, petite aparté dans les différentes étapes qui ont mené à la publication des programmes. Dans le projet initial qui avait été présenté par le CSP, c'était carrément programme de français pour le cycle 1 et programme de mathématiques pour le cycle 1. Donc, on a quand même réussi à ne pas avoir des programmes qui s'intitulent programme de français. Pour autant, ça reste assez cosmétique de faire apparaître l'histoire de la structuration du langage oral et écrit. Et puis surtout, Mireille Brigodiot vous dirait que le langage, ça ne se structure pas. Voilà. Et je vais justement parler de Mireille Brigodiot, qui s'est exprimée, comme d'autres chercheurs et chercheuses, avec effroi, justement, sur ces programmes. Elle y va pas par quatre chemins. Elle nous dit que ces nouveaux programmes de maternelle, ça signe la disparition du cycle 1, la disparition des apprentissages et la disparition du langage et la disparition du métier enseignant. Elle avait les 4 points. Dans le domaine de la langue, en fait, les priorités, elles sont inversées. C'est-à-dire que là, l'acquisition du vocabulaire et de la syntaxe sont mis en avant en lieu et place de la communication, de la compréhension et des échanges qui sont propices à la réflexion et à la construction de la pensée. On a vraiment cet inversement. Pour nous, c'est l'activité langagière qui doit rester au cœur des apprentissages. Prendre la parole, s'exprimer, entrer en communication avec autrui, qui sont des enjeux forts de l'école maternelle, qui est vraiment l'univers de langage et de socialisation par excellence. Et ces compétences, elles s'apprennent notamment par le jeu, lors des prises de décision collectives, des résolutions de problèmes, des temps passés dans les coins-jeux symboliques, comprendre ce que pense autrui, oser prendre la parole, participer avec pertinence à un échange. Voilà, je ne vais pas tout vous lister, bien entendu, mais c'est ça qui donne les clés de la scolarité à venir. Et ce n'est pas du tout l'angle des programmes 2024, où on avait même l'idée dans le projet de départ que c'était la syntaxe qui venait avant la construction de la pensée. Enfin, il y avait des choses assez aberrantes. Et donc, c'est ce qui nous semble vraiment problématique. Et d'ailleurs, je fais le lien avec ce qu'on disait à l'instant, qu'il faudra garder ou retrouver de la combativité. Mireille Brigodiot, j'ai eu l'occasion sur un stage maternel il y a quelques semaines d'être avec elle. On était à Rouen et elle exhortait les collègues à dire même si vous faites vos programmations et vos progressions à partir de ces nouveaux programmes avec les intitulés de ces nouveaux programmes, en gros, continuez à faire ce que vous faites là actuellement en maternelle, où particulièrement les programmes 2015 restent une référence. On avait déjà eu des modifications en 2021, mais là, pour le coup, on avait quand même réussi à maintenir un équilibre de ce qui fait la spécificité de notre école maternelle française. Et là, il y a vraiment ce point de bascule, pour le coup, avec ces nouveaux programmes. Oui, je pense qu'on peut parler de programmes dangereux. Et d'ailleurs, il me semble que parmi toutes celles et ceux qui se sont exprimés, il y a eu plusieurs articles, tribunes publiés, notamment par le Café pédagogique. Là, je parlais de Mireille Brigodiot, mais aussi Christine Passerieux, qui se sont exprimés. Oui, c'est un vrai danger, ces programmes, et d'autant plus que là, il n'est plus question des cycles et il n'est plus question non plus du devenir élève, et se pose également la question de l'évaluation et l'évaluation positive, qui n'est plus non plus
penser comme ça, puisque là, l'idée, c'est quand même de réussir les évaluations nationales de CP. Voilà, je fais un petit peu vite, c'est peut-être un peu raccourci, mais c'est à peu près ça. Alors, c'est pareil, je vais peut-être un peu vite, mais j'espère que vous aurez peut-être plein de questions et de remarques juste après. Pour ce qui est du cycle 2, ce qui nous a semblé assez emblématique, c'est autour de la conception de la lecture. C'est pour ça que je l'ai mis qu'un point d'interrogation. Lire, c'est comprendre. Bon, ça semble une évidence, mais peut-être qu'il faut quand même la rappeler. Et que ce soit les travaux de l'Institut national de recherche pédagogique jusqu'au programme de 2002, entre autres, l'idée partagée, c'était que pour fabriquer des lecteurs et des lectrices, il faut les placer devant des écrits variés, faire en sorte que les élèves explorent ces écrits pour en trouver le sens, et que le plus important, ce soit que les enfants intègrent l'idée qu'un écrit, c'est un message à comprendre. Et les travaux d'Evelyne Charmeux restent tout à fait d'actualité par rapport à ce qui concerne la lecture. Et dans son ouvrage de 2018, elle le résumait en disant « Nous devons faire de nos élèves des explorateurs de l'écrit, grâce à une démarche, et pas une méthode, de découverte d'écrits divers, de découverte des moyens langagiers spécifiques de l'écrit, tels qu'évidemment le code alphabétique, mais tout autant le code orthographique, la morphologie des mots. Saut comme sauter ou saut comme sottise, ça nous aide aussi à comprendre le sens, les marques du féminin, les marques du pluriel. Lire, c'est se servir de l'orthographe pour comprendre, c'est ce que nous rappelle Evelyne Charmeux. L'organisation spatiale de l'écrit. Pourquoi est-ce que j'évoque ça? Parce que depuis 2017 et avec ces programmes de 2024, l'approche qui est imposée n'est pas du tout celle-ci. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'idée de l'organisation spatiale de l'écrit et le fait que les items des évaluations nationales soient devenus les attendus des programmes, il y a un exercice assez emblématique également dans les évaluations de CP, me semble-t-il, qui est, je ne sais pas si ça va vous parler, l'exercice dans lequel il faut identifier une recette. Et la recette n'est pas du tout présentée avec son organisation spatiale spécifique que finalement n'importe quel élève serait capable de reconnaître parce qu'il sait ce que c'est qu'une recette, il en a déjà vu en maternelle. Et donc, ces organisations spécifiques spatiales de l'écrit, là, il n'en est plus question. Et pourtant, ce n'est pas la même chose de se repérer, je sais pas, dans un manuel de science, un texte documentaire, une recette, etc. Et ça fait partie effectivement des compétences de lecteurs et lectrices expertes, et c'est important aussi pour la suite de la scolarité. Donc, on a tout ça dans la conception des programmes 2024 qui est complètement gommée. Donc là, c'est plutôt l'idée qu'on y va, donc cette conception étapiste dont je parlais tout à l'heure. C'est d'abord les lettres, puis les syllabes, puis les mots, puis les phrases, et enfin, peut-être un jour, le Graal, un texte. Voilà. Donc, la lecture est vue comme une maîtrise technique complètement coupée du sens. C'est pour ça que là, on insistait sur l'idée que, oui, mais lire, c'est comprendre. On a cette mise en avant, et on l'a vu précédemment avec les objectifs chiffrés de l'affluence. Et l'affluence, on peut se poser la question, c'est l'oralisation la plus rapide possible avec l'introduction du chronomètre dans les classes, et est-ce que c'est une entrée dans la compréhension? Et puis, quelle conscience orthographique est-elle possible avec les pseudomots du programme de cycle 2? Parce que dans le programme de cycle 2, on trouve des pseudomots. Je trouve que c'est même impossible à lire. Alors, on trouve stag, choust, valin, cagnou. Très intéressant, hein, très enrichissant, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces pseudomots? Il n'y a pas grand-chose à comprendre. La voix directe est complètement effacée du paysage pédagogique. Alors là, je reviens au programme à nouveau de 2002, mais pour le cycle 2, il était écrit que l'apprenti lecteur doit apprendre à se servir de la voix directe et de la voix indirecte. Et à la fin du cycle, les élèves doivent utiliser de manière privilégiée la voix directe. Donc la voix directe, c'est-à-dire d'appréhender visuellement l'écrit. La voie indirecte, c'est de passer par l'oralisation pour accéder à la compréhension. Et donc ça, c'est quelque chose qui disparaît aussi. En fait, toutes les pratiques, j'allais dire, fructueuses, et on sait qu'elles sont fructueuses parce que ça s'appuie notamment, on s'appuie notamment pour l'affirmer sur la recherche
menée par Roland Guagou, Lire et écrire au CP, qui avait été menée en 2016. Et donc, ces pratiques qui devraient être au cœur des pratiques enseignantes, elles sont rendues vraiment impossibles par ce qui est proposé dans les nouveaux programmes, le décodage de pseudomots, mais également l'idée du 100% déchiffrable, parce qu'il y a ça, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette entrée étapiste, lettres, syllabes, mots, etc. Il faut qu'on soit dans le 100% déchiffrable. Et d'ailleurs, il y a tout un passage dans ces programmes qui interpelle sur le fait qu'en gros, attention, oulala, surtout, pas de mots-outils. Parce que les mots-outils, a priori, ils ne sont pas 100% déchiffrables. Sauf que les mots-outils, ce qu'avait eu l'occasion de nous rappeler Sylvie Plane, qui était intervenue pour un webinaire en mai dernier et qui d'ailleurs a fait l'ouverture de l'Université d'automne 2024, c'est que c'est essentiel pour comprendre un texte et qu'avec une quantité, quelques dizaines de mots, j'ai pas vérifié le chiffre avant, une trentaine, entre 30 et 40 mots outils permettent en fait de comprendre plus de la moitié d'un texte. Ils sont vraiment essentiels en fait, ces mots outils. Et là, on nous dit, attention, oulala, c'est pas 100% déchiffrable, donc surtout pas de mots-outils. Pour vous dire à quel point on ne peut que s'interroger sur la conception de la lecture dans ces programmes. Après, on aurait d'autres éléments pour tout ce qui concerne l'étude de la langue, où là, des chercheurs et des didacticiens, comme par exemple Patrice Gourdet, étaient assez effarés du contenu, parce que précisément, ça gomme, ça efface des 20 ans au bas mot de recherche en didactique. Donc, on revient à des conceptions extrêmement datées. Pour le cycle 3, on a évité le pire. Les programmes sont un peu plus intéressants. Ça fait du bien quand même de pouvoir se le dire, même s'il va rester des points de vigilance sur les postures enseignantes et sur quand même quelques injonctions, on va dire, prescriptives, quelques injonctions quantitatives. On va trouver, par exemple, que l'année de CM1 de mémoire est orientée par la perspective découvrir, jouer. Des choses qui semblent quand même un petit peu plus intéressantes et positives. Et il y a des points d'appui, pour le coup, dans ces programmes de cycle 3, qui sont dus aux contradictions didactiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que sans doute, parmi les rédacteurs et rédactrices de ces programmes, il y en a quand même qui se sont appuyés sur la recherche en didactique, en sciences de l'éducation, même si c'est en contradiction parfois deux paragraphes l'un avec l'autre, mais donc on peut trouver des points d'appui. Ce qu'on a pu gagner, par exemple, sur ces programmes, il y avait l'idée, c'était ce qui était écrit dans le préambule, dans les principes généraux, dans l'introduction du programme de français, c'était qu'au cycle 3, la lecture vise toujours l'automatisation du déchiffrage pour les élèves les plus fragiles. Alors déjà, donc, en parlant de conception de la lecture, c'est l'automatisation du déchiffrage. La compréhension, le sens, il n'en est pas question. Mais ce qu'on a pu faire sauter, c'était l'idée que c'était réservé aux élèves, prioritairement aux élèves en difficulté de lecture. Alors, c'est toujours un peu une sottise, selon nous, mais bon, c'est moins pire formulé comme ça l'est maintenant que ce qui était proposé dans le projet initial. Et pour le coup, on a d'autres entrées dans ces programmes de cycle 3, de français cycle 3, qui peuvent être intéressantes, notamment sur les relations morphologiques et sémantiques pour la compréhension. Il y a des entrées qu'on va retrouver dans la partie vocabulaire et qui sont intéressantes. Donc voilà. Et puis, il y a les corpus d'œuvres, il y aura des ressources d'accompagnement. Ce qu'on a fait enlever, qui n'est plus gravé dans le marbre du programme, c'est qu'il y avait au départ des corpus d'œuvres fixes. On vous disait quelles œuvres il fallait travailler, lire ou faire lire aux élèves chaque année en CM1 et en CM2 et combien. Donc ça, normalement, ça devrait rebasculer dans des documents d'accompagnement comme ça a pu exister précédemment et c'est beaucoup mieux ainsi. Bon, voilà, dans les points négatifs, mais je vous le disais tout à l'heure au moment des indicateurs, c'est qu'on a gardé l'idée des objectifs de fluence et qu'on a quand même toujours des tableaux avec des trucs à faire tous les jours, toutes les semaines et dans l'année. Voilà, il y a des incohérences en grammaire, mais grosso modo, le cycle 3, c'est un programme qui est bien moins pire que ceux du cycle 1 et du cycle 2. Après, la question, ce qu'on peut se poser, parce que donc finalement, quand on les lit, on se dit aussi, tiens, ça y est, à partir du CM1, l'élève est un sujet pensant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on peut proposer des choses plus intéressantes.
Mais que va-t-il rester de tout ça? Dans quel état, entre guillemets, vont être les élèves quand ils vont arriver au cycle 3, après avoir subi, si c'était le cas, le contenu des programmes tels qu'ils sont effectivement, tels qu'ils sont publiés et qu'on nous demande de les appliquer. Voilà, en gros, ce que j'ai choisi de présenter cet après-midi pour les programmes de français. Alors voilà, je ne sais pas si ça pourra vraiment vous donner une idée précise du contenu, mais vous n'allez pas hésiter à me dire ça par le biais de vos questions et de vos remarques, s'il y en a tout de suite. Et sinon, on verra après avoir fait la même chose pour les programmes de mathématiques. Et sinon, la parole est à vous. Allez, soyez pas timide. Charlotte, à toi la parole. Alors, du coup, c'est Marlène, la collègue. Voilà. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour. Du coup, par rapport à ces programmes, est-ce qu'il va y avoir des manuels imposés? Alors, finalement, non. Alors, effectivement, l'année dernière, c'était une des autres mesures du choc des savoirs. Hein. C'est ce que Stanislas Dehaene, le président du CESEN, avait appelé un écosystème. C'était la réécriture des programmes, la généralisation des évaluations nationales et la labellisation des manuels. Et en fait, Elisabeth Borne a annoncé lors d'une rencontre avec les syndicats de la FSU il y a en fin d'année 2024, que la labellisation était abandonnée, en tout cas pour le moment. On va peut-être rester vigilant, mais il n'en est plus question. D'un autre côté, je terminerai juste ma réponse là-dessus, étant donné que ces programmes sont conçus en quelque sorte comme une sorte un peu de manuel à suivre, est-ce que c'est ça qui explique que le travail ne soit pas allé au bout? Parce que ça avait commencé, hein, il y avait eu déjà des groupes de travail sur cette histoire de labellisation, avec une grille, avec les critères pour la labellisation, mais voilà. À ce jour, c'est abandonné. D'accord, merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Lâchez-vous. Allez-y. Hein. J'ai essayé de faire court en me disant une demi-heure pour. Ça sera vraiment. Il y aurait trop de choses à dire. Hein. Là, du coup, vous avez du temps pour poser des questions. N'hésitez pas. Des questions ou des remarques, hein, d'ailleurs. Pas vraiment de questions, mais en fait, bon, moi, j'ai pas lu les programmes encore. Mais en gros, en fait, cycle 1, cycle 2, si on résumait, il n'y a vraiment rien à en tirer, quoi. Il n'y a rien de positif. Non. Ok. Enfin, non, après, c'est juste que, mais comme je n'ai pas lu, je suis un petit peu là, un peu en train de me dire, bon, de toute façon, on est libre de ne pas les suivre, de toute façon. Enfin, je veux dire, on devrait les suivre, mais on a le droit de désobéir, en gros. On peut continuer sur notre lancée, faire ce qu'on doit faire, ce qu'on pense faire. Enfin. Alors, après, mais bon, je laisserai aussi là-dessus peut-être Pierre et Isabelle apporter des éléments de réponse. Tout à l'heure, je vous parlais du stage que j'ai fait, c'était au mois de mars là, avec Mireille Brigaudio, et elle avait vraiment fait un appel à toute la salle en disant il faut devenir ou redevenir des désobéisseurs. Bon, ok. Après, c'est parfois plus simple à dire qu'à faire, même si on est bien d'accord qu'il va falloir trouver une manière de résister et d'éviter ce piège, parce que on est vraiment, pour le coup, les termes sont choisis et on avait organisé un premier webinaire donc en mois de mai l'année dernière. Alors, c'était encore sur le contenu sur les projets de programme, mais en fait, la publication finale n'a pas tellement été modifiée. Et on avait appelé ça l'école primaire à un point de bascule. Parce qu'on en est vraiment là. Il y a la conception, l'idéologie qui est derrière, le projet pour l'école, presque le projet de société, j'ai envie de dire. Il est quand même très éloigné, en tout cas, de ce que nous, on va porter à la FSU-SNIPP, mais même, je pense, très éloigné des valeurs que, globalement, on partage sans nul doute encore les uns et les unes et les autres, voilà, en tant qu'enseignante et enseignant. Donc après, trouver comment reprendre la main,
ne pas appliquer tel quel ces programmes, c'est sûr que ça va être tout l'objet, je pense, des semaines à venir, sachant que je ne sais pas ce qu'il en est du coup pour vous dans vos établissements. J'avoue, je ne maîtrise pas du tout le fonctionnement sur tout ce qui est hors de France. Mais nous, dans les départements de France métropolitaine, depuis quelques semaines, il y a vraiment une injonction très forte à ce qu'il y ait des, je vais mettre des guillemets bien sûr, des formations express là, sur ces nouveaux programmes, en demandant aux collègues de prendre sur leur temps de conseil des maîtres et maîtresses, de prendre des trucs en plus parfois assez farfelus, mais et avec parfois des corps d'inspection qui font un petit peu de zèle là-dessus. Enfin, en tout cas, on retrouve tout à l'heure, Pierre, dans ton introduction, tu parlais de l'esprit macroniste à marche forcée. Là, c'est sûr qu'on y va à marche forcée pour faire en sorte que les collègues appliquent à la rentrée. Là, après, où c'est peut-être, on a intérêt à réagir collectivement. De toute façon, c'est sûr qu'il faut rester groupé et faire les choses de manière collective le plus possible. Là où on peut se trouver éventuellement en difficulté, mais je pose les choses telles quelles, c'est que comme c'est conçu finalement comme une sorte de manuel avec des choses très précises, en fait, en gros, un protocole à suivre. Ça peut rassurer certains collègues et particulièrement, et je ne veux pas non plus de faire un constat un peu trop généraliste, voilà, les choses sont toujours plus complexes que ça, mais notamment peut-être des collègues qui débutent dans le métier. Et quand on connaît l'état de la formation, alors la formation continue bien sûr, mais la formation initiale également, et la réforme qui est en cours, et sans parler de la question de la place du concours ou autre, au niveau du contenu, là je suis sur les contenus de la formation, il y a quand même l'idée d'un formatage et qu'en gros, dès la formation, c'est à ces programmes-là qu'on va former, c'est s'habituer à être dans le tout évaluation, dans ce pilotage par l'évaluation. Donc on a vraiment, en fait pour nous les programmes, c'est une pièce d'un puzzle inégalitaire. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les pièces du puzzle qui s'emboîtent, ça fait un petit peu peur. Alors après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit saisi d'effroi, il faut pouvoir réagir. L'année dernière, quand on a fait les premières présentations autour de tout ça, puis je vais m'arrêter là parce que je commence déjà à être trop longue dans ma réponse, mais c'est vrai qu'on avait encore pour résister à la fois à la pression déjà existante et avérée par la mise en place des évaluations nationales qui parfois ont déjà induit des changements en fait de pratique de manière plus ou moins consciente. Donc entre cette pression-là et puis tous les guides publiés sous Blanquer, on avait encore cette marge de manœuvre du fait des programmes. Maintenant que les programmes sont réécrits et que les programmes s'appliquent, c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous, parce que quelque part, ça nous enferme dans cette conception-là, parce que non seulement les items des évals nationales deviennent les attendus du programme, mais en fait, tous les guides Blanquer, les 1654 ou 57 pages des différents guides Blanquer, ont servi aussi à la rédaction de ces programmes. Donc voilà, je ne réponds pas complètement à ta question sur comment on va s'y prendre pour ne pas les appliquer, et je pense notamment aux collègues de maternelle, parce qu'il me semble que oui, on ne voit rien de positif dans les programmes cycle 1 et cycle 2. Je pense qu'on peut même dire que ces programmes sont dangereux. C'est particulièrement une attaque, à mon avis, contre l'école maternelle. Et là, il y a à réfléchir aussi à comment on va agir et réagir, notamment en maternelle. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu confus comme réponse. Ce n'est pas vraiment une réponse, mais je pense qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte et qu'en tout cas, les choses, elles se construisent collectivement. Laurence Oui, bonjour à tous. Moi, alors j'ai écouté, je suis un peu estomaquée parce que je n'ai pas lu les programmes moi non plus. Mais quelle est la place maintenant de la lecture plaisir, de la découverte de textes D'après ce que j'ai compris, le texte vient en dernier, c'est ça la lecture vient en dernier, le plaisir. Enfin, je suis un peu perdue là. Alors, c'est une des contradictions des programmes, y compris dans le programme cycle 2. C'est que quand on lit ce qui est proposé dans la partie lecture, il y a un moment où la lecture plaisir arrive. Malgré tout, la conception de la lecture qui est proposée, c'est quelque chose qui est vraiment en fait le déchiffrage, l'oralisation la plus rapide possible avec ses entraînements systématiques à l'affluence. Et donc, on passe à côté de la compréhension et de la construction du sens. Et oui, il faut que ce soit du 100% déchiffrable. Ok. Donc, avec ça, comment on peut vraiment imaginer qu'on va permettre
à nos élèves d'accéder, de devenir des lecteurs et des lectrices expertes et qui vont du coup après pouvoir accéder à une lecture aussi, à de la lecture plaisir. Mais je pense qu'on n'a pas de réponse, mais que ça fait partie des contradictions. Alors par contre, ces contradictions, et elles sont nettement plus apparentes dans le programme cycle 3, peuvent être pour le coup des points d'appui pour nous. Peut-être en allant piocher juste la phrase dans le programme qui va nous permettre d'avoir une entrée pour proposer des choses pertinentes et intéressantes à nos élèves, sans tomber peut-être du coup dans ce piège des choses très mécaniques et puis surtout très étapistes. Il y a eu en fait toute une mission parlementaire l'année dernière sur l'apprentissage de la lecture. Et donc, le rapport qui a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a aussi alimenté l'écriture des programmes. Et ce rapport était vraiment très… Enfin, voilà, moi, j'avais suivi la présentation justement en commission de l'Assemblée nationale. Là. C'était… Là, pour le coup, je crois que j'avais été saisie d'effroi ce jour-là, parce que c'était assez incroyable. On nous parlait de… Il y avait une phrase de la rapportrice de l'époque qui était Annie Genevard, qui est la ministre actuelle du coup de l'Agriculture. Bon, on a échappé à elle à l'Éducation nationale, mais bon, qui avait dit quelque chose du style, en gros, donc il fallait des manuels labellisés, 100% déchiffrables, et c'était le compagnon de route de l'enseignant. Alors j'ai plus du tout la phrase exacte, mais elle avait sorti une énormité comme ça, et je me suis dit, waouh. Et elle avait réussi à dire qu'avec des textes 100% déchiffrables, on pouvait avoir des beaux textes. Bon, là, c'est encore un autre point qu'on peut discuter. Mais oui, il y a quelque chose de très réactionnaire, en fait, dans ces programmes. Et en fait, j'irais même plus loin. C'est pour ça que tout à l'heure, je rappelais que c'était une des mesures du choc des savoirs dans le premier degré. Le choc des savoirs, je pense que pour beaucoup de collègues, en tout cas, moi, je le vois autour de moi et dans mon école, etc., c'était quelque chose qui concernait le second degré. Parce que c'est ce dont on a beaucoup parlé, y compris médiatiquement, notamment avec les groupes de niveau. Sauf qu'en fait, dans le premier degré, on était concerné et on l'est toujours, parce que c'est ça le pire, c'est que dans le second degré, sur pas mal de points, ils ont réussi à contenir les choses, voire même à faire disparaître pour le coup certaines des mesures qui ne seront pas mises en place, alors qu'en fait, le choc des savoirs dans le premier degré, c'est le rouleau compresseur depuis l'année dernière, parce que c'est la généralisation des évaluations nationales à tous les niveaux, depuis le CP. Ce sont ces nouveaux programmes, ce pilotage par les évaluations avec toutes ces cibles-là chiffrées à atteindre. Et donc, nous, finalement, on le prend de plein fouet sans avoir peut-être mesuré à quel point on était concerné. Et puis parce que c'est vrai que médiatiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi peut-être à vraiment mettre en exergue. Or, dans la question, dans la conception, enfin dans ces mesures dites du choc des savoirs, il y a quand même ce côté très inégalitaire. Et en fait, quand on va plus loin dans la lecture et le décryptage de ces programmes, tout à l'heure, je disais, il y a des élèves qui vont arriver dès le CP en case remédiation, parce qu'ils n'auront peut-être déjà pas atteint les objectifs attendus en fin de grande section. Et il y a quand même l'idée derrière qu'on va avoir un tri de nos élèves, en fait, dès l'école élémentaire. Et ce n'est pas si évident, en fait, à mettre en avant, ni à expliquer aux collègues. Et pourtant, on est en plein dedans. J'ai évoqué aussi, mais très rapidement, la conception, les modèles d'enseignement qui étaient proposés. Et pourtant, c'est assez clair. Je pense que le gouvernement, enfin le ministère, s'en cache pas, ou en tout cas ne s'en cache plus. Il n'y a qu'à lire notamment les lettres électroniques, la lettre Le Passeur, enfin, moi je ne suis pas abonnée, mais qui est éditée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Celle de février dernier, pour exploiter les résultats des évaluations de mi-CP, était assez explicite là-dessus. Il y a l'idée que le professeur, puisqu'encore une fois, c'est toujours écrit comme ça, hein, c'est le modèle, c'est le guide. En fait, on modèle nos élèves, on donne l'exemple. Les élèves répètent. Vous voyez déjà un petit peu la conception datée, on va dire, qu'il y a derrière. Et en gros, les élèves répètent jusqu'à ce qu'ils et elles y arrivent, sachant que donc il y a tous ces indicateurs-là à atteindre de manière non seulement annuelle, mais infra-annuelle. Et donc, finalement, si un ou une élève n'atteint pas la cible,
eh ben, on va le mettre dans un groupe de remédiation et le faire bachoter, en tout cas le faire s'entraîner de manière mécanique et systématique jusqu'à ce qu'il ou elle arrive à atteindre l'objectif en question, qui sont en plus donc des objectifs pas très ambitieux, on va dire. Pendant que peut-être le reste de la classe va continuer à avancer. Et en fait, on voit qu'on va mettre en place, alors il ne s'agit pas de dire que tout est parfait actuellement et qu'on n'a pas, bien au contraire, mais là vraiment les choses sont assumées. On va donc forcément mettre en place une école à plusieurs vitesses et en quelque sorte un tri de nos élèves dès le CP, si ce n'est avant. Et bon, je me suis éloignée de la question de départ, mais c'était pour dire qu'effectivement, ces programmes, je peux comprendre, quand plus on les a pas lus, ils vont en fait très loin en termes de projet pour l'école, complètement contraire à ce que nous, on peut porter. Voilà, désolé, je m'arrête de manière un peu abrupte. C'est vrai que ce n'était pas du tout la question de départ. On était sur la lecture plaisir ou pas. Donc après, si on revient à des choses beaucoup plus, on va dire, concrètes et simples, on peut aller chercher les petits passages rédigés dans les programmes qui pourront plutôt aller dans notre sens, en fait. Mais il n'y en a pas tant que ça, parce que la conception vraiment assumée, elle n'est pas du tout celle-ci. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si je vous assomme encore plus en disant ça, mais voilà. Sachant que ce fameux puzzle inégalitaire, il va de la maternelle jusqu'au supérieur, parce qu'en fait, la suite de tout ça, c'est ce qui existe pour le moment avec la réforme du lycée, avec Parcoursup. Enfin, on est sur quelque chose tout au long de la scolarité. Et donc oui, après, c'est comment nous, maintenant, on va concrètement réagir pour essayer de contrer tout ça, parce que je ne pense pas que ce soit ce que nous souhaitions pour nos élèves. Hein. Et en plus, au quotidien, proposer ça à nos élèves dans nos classes, enfin, bon. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer, hein, mais je pense que je ne suis pas la seule à être inquiète, hein, d'ailleurs, de la rentrée 2025. Mais bon, on va faire confiance dans notre capacité collective quand même à réagir à tout ça et à faire autrement. Alors, c'est effectivement le piège du pulse, parce que c'est plein de petits... Ça avait été expliqué par un sociologue, une conférence là, du SNUPP qui était sur les évaluations, où il expliquait qu'en fin de compte, on se fait un petit peu avoir parce qu'il y a une petite chose qui est mise en avant, qu'il y a les évaluations. Bon, finalement, les évaluations, ce qui se passe, les collègues, il y a ceux qui les boycottent, donc qui en font vraiment un sujet, puis il y a ceux qui disent je l'ai fait passer, mais je m'en sers pas, puis ça sert à rien, j'ai perdu quelques heures de classe, c'est tout, et c'est pas grave. Et puis après, personne s'en sert d'ailleurs, même l'UN s'en sert pas, personne s'en sert, mais elles ont été faites, et puis on a coché la case, on se débarrasse comme ça. Et en fin de compte, il y a plein de petites choses comme ça, et c'est ce que tu expliques, hein, c'est les différentes pièces, c'est difficile de les voir tout en même temps, et donc on se dit, là, les programmes... c'est pas grave, je vais pas faire la lecture exactement comme ils disent, sauf qu'on l'a fait une première fois par rapport au petit livret orange, et puis maintenant ça va encore un petit peu plus loin, pour revenir sur la lecture plaisir avec un texte dans lequel il n'y a pas de mots-outils. Ça va être compliqué d'arriver à faire une petite histoire avec ça, hein. Je sais pas comment on peut rédiger un texte sans ces petits mots. Donc on voit tout de suite les limites de l'exercice. Et là, ça va un petit peu plus loin. Donc, est-ce qu'on s'est habitué, est-ce qu'on va arriver jusque-là à bidouiller, puis à faire entre les deux? Et puis, on nous rajoute comme ça à chaque fois un petit morceau ci, un petit morceau là. Ça va être le rôle du directeur, ça va être ces formations qui nous sont données. Tu l'as évoqué, c'est la formation initiale. Alors, la formation initiale, il y a plein de trucs qui étaient demandés par SNUPP, c'est super. La place du concours, les années rémunérées, un master à la fin, etc. Mais là-dedans vient au début une nouvelle licence qui est que pour passer le concours. Donc, et cette licence que pour passer le concours, le contenu, c'est ce que tu as dit, ce sont les programmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se former pendant 3 ans uniquement là-dessus, qui auront aucune ouverture. Chaque point isolé, on a l'impression que c'est embêtant. Et en fin de compte, effectivement, il y a un grand projet derrière qu'on n'arrive pas, enfin, qu'on voit, mais qu'on a du mal à contrer dans son ensemble. Tout à fait. C'est Xavier Ponce, le chercheur que tu évoques. Oui. Ouais. Et sa présentation était effectivement assez intéressante. D'ailleurs, il y a toujours les replays des interventions qui doivent être disponibles, voilà, si certains et certaines sont intéressés. Après, je pense qu'il est nécessaire qu'on soit, parce que la première marche de
de la mobilisation. C'est quand même d'être informé pour comprendre ce qui se passe. Donc, je pense qu'on est obligé d'en passer par là, même si c'est vrai que ça peut un petit peu nous paralyser en quelque sorte, parce qu'on se dit, mince, c'est pas possible ce qui est en train de se mettre en place. D'autant plus qu'effectivement, quand ils vont aller au bout d'ici la rentrée 2026, si effectivement ça va au bout, ben on aura eu la réécriture des programmes de français maths. Et je le disais au départ, alors pas une réécriture, mais une révision des autres programmes pour que ça soit quand même un peu en cohérence, c'est-à-dire que la structure serait un petit peu la même, avec les points de vigilance pour le professeur, avec sans doute cette idée que donc le professeur donne l'exemple, etc. Puis des conceptions qui sont toujours un peu, quand elles ne sont pas datées, parce qu'elles ne prennent pas en compte les acquis de la recherche, et qui vont être, par exemple, réactionnaires. Je pense au programme EMC qui avait été publié l'année dernière. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Mais... Et puis, le socle commun. Alors, le socle commun, le projet vient d'être publié. J'avoue qu'à titre personnel, et bon, on est évidemment plusieurs au secteur éducatif, voilà, on doit bosser dessus là pour regarder un petit peu la proposition qui est faite par le Conseil supérieur des programmes. Mais tout ça, évidemment, va ensemble. Donc, eux, ils ont un projet très clair. À nous de le contrer. Peut-être que ce ne sera pas facile, mais en tous les cas, pour pouvoir le contrer, il faut forcément qu'on sache un petit peu ce qui se dessine et ce qui se met en place. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Mireille Brigaudio. Alors, c'est pas que comme c'est récent et qu'elle avait beaucoup insisté, c'est ce qu'elle disait aux collègues. Bon, bah voilà, là, il y a toute cette confusion autour de la langue, du langage, ça n'a rien à voir, mais bah, tant pis, faites un tableau en mettant les corpus de mots, etc. Mais vous, derrière, vous continuez à faire du langage en situation, à faire telle sortie en mettant que, je ne sais pas, moi, c'est pour travailler sur un corpus sur les animaux, et puis finalement, on continue à faire ce qu'on fait, et qu'il y a sans doute comme ça, alors c'est peut-être une forme de résistance passive quelque part, mais peut-être que toutes les idées et suggestions sont bonnes à prendre, et peut-être aussi qu'il faudra désobéir. Je ne l'écarte pas, comme il y a des collègues qui ont désobéi en boycottant les évaluations nationales à la rentrée 2024. Alors après, avec des conséquences ou pas, très variables, là aussi, selon les départements, selon les DAZEN. Donc, bon. Voilà, moi, à titre personnel, j'ai boycotté. Bon, j'ai eu un petit courrier de c'est pas bien, mais rien de plus. Bon, dans d'autres départements, c'est pas aussi simple, mais voilà. En tout cas, je pense qu'on a besoin d'avoir un peu tous les tenants et les aboutissants après pour voir ce qu'on fait, mais en tout cas, on ne fera rien tout seul, isolé, chacun et chacune dans notre école ou dans notre établissement, ça c'est sûr. Nathalie, à toi. Je voulais en fait revenir sur la maternelle en fait. Du coup, je me dis, le carnet de réussite, c'est terminé? Après, ce n'est pas écrit dans les programmes que c'est terminé. Oui, mais bon, c'est plus du tout cette idée-là. Puisque là, on n'attend pas que l'élève ait réussi quelque chose, en fait. Il faut qu'il ingère ses corpus, ses articulations de couple de consonnes et avant telle date, en gros. Et s'il n'y arrive pas, on va peut-être déjà lui faire de la remédiation en maternelle. On est plus à l'évaluation, plus normative, en fait, comme en élémentaire, quoi. Tout à fait. Malheureusement. Ouais. Il y a vraiment, oui, une importation des formes de l'élémentaire à la maternelle, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si je fais quand même le petit point sur les maths. Oui, vas-y. On passe aux mathématiques. Voilà, parce que justement, finalement, ça faisait la transition, si on veut, puisque sur on va dire, le programme maths, c'est évident pour le cycle 1, précisément, qu'on importe les formes scolaires de l'élémentaire. Là, c'est dans la droite ligne des modifications de 2021. Alors là, il y avait même, dès le départ, toute disparition, il n'y avait plus aucune référence à la pensée, à la structuration de la pensée. Alors, c'était un virage qui avait été déjà un peu amorcé en 2021. On était passé de construire les premiers outils pour structurer sa pensée dans les programmes 2015
à acquérir les premiers outils mathématiques en 2021, même s'il y avait quand même eu l'ajout d'une petite phrase d'introduction pour dire que, comme dans d'autres domaines, les mathématiques contribuent à la structuration de la pensée, pour amoindrir, on va dire, le changement de nom. Et puis là, finalement, sur les programmes 2024, on entérine un petit peu le fait. La structuration de la pensée, pareil, ça a été remis suite à nos interventions dans le préambule. Mais enfin, après, quand on regarde le contenu du programme, ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant. Il y a 5 thématiques au lieu de 2. Et on va trouver donc notamment à une partie se familiariser avec les motifs organisés, donc le préalgèbre. Et donc ça, c'est ce qui est présent dans beaucoup de tests internationaux. Donc on a cette idée quand même qu'on va préparer aux tests, enfin aux évaluations internationales dès l'entrée en petite section. Et pourtant, on le sait bien que la précocité des apprentissages numériques les plus formels, c'est préjudiciable à la réussite des élèves, notamment ceux qui sont les plus éloignés de la culture scolaire. On a même un rapport de l'inspection générale qui disait en 2017 « Aller très vite, trop tôt génère l'échec ». Mais là, il y a une précocité des apprentissages. On le verra aussi après pour le cycle 2. Et ça va être malheureusement aussi, ça peut être une des clés de déconstruction de l'école maternelle telle que nous la concevons. Et donc aussi une accentuation possible, voire certaine, des inégalités. Donc c'est assez inquiétant. Et pour illustrer cette idée d'avoir une précocité des apprentissages, c'est plutôt sur le cycle 2 là, que j'avais choisi un exemple assez emblématique, qui est l'entrée dans les nombres décimaux dès le C20, mais en plus, donc une entrée précoce, mais qui plus est, une entrée par une erreur de conception, enfin une erreur didactique, une erreur mathématique. La monnaie pour aborder les nombres à virgule, si je reprends les termes d'un chercheur, Eric Roditi, ça veut dire qu'on va fabriquer de l'incompréhension de ce qu'est l'écriture décimale. C'est lui qui nous avait expliqué, enfin qui nous avait présenté plutôt les résultats d'une enquête menée en CM2. Et en CM2, on va dire au mois d'octobre, on a 47% des élèves qui pensent que 12,17 c'est plus grand que 12,3, parce qu'en fait, la plupart d'entre eux pensent que la partie décimale, c'est un nombre entier. Il y a vraiment une incompréhension majeure de ce qu'est l'écriture décimale d'un nombre à virgule. Pour beaucoup d'élèves, c'est donc une juxtaposition de nombres entiers qui sont séparés par une virgule, et donc c'est ça qui est à l'origine des erreurs. Mais il montrait qu'en juin de l'année de CM2, on réduisait à 15%. Donc, il y avait une vraie progression. C'est-à-dire quand même que nous arrivons, nous autres professeurs et professeurs des écoles, à faire comprendre à nos élèves ce qu'est l'écriture décimale et à les faire progresser. Sauf qu'en introduisant de manière précoce dès le CE1, par la monnaie, enfin l'écriture décimale par la monnaie, qui en gros stipule que la virgule sépare les euros des centimes, ça va empêcher d'introduire la propriété qui veut qu'un nombre décimal il se décompose comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction décimale inférieure à 1. Et on va créer une incompréhension de ce que c'est que l'écriture décimale. Parce que quand on regarde certains manuels, on va trouver que pour écrire 8 euros et 50 centimes, on écrit 8,50. Pour écrire 4 euros et 10 centimes, on écrit 4,10. Alors c'est sûr que si on ne prend que ces exemples-là, en gros, on a deux entiers séparés par une virgule. Et on va en fait complètement, on va générer une incompréhension majeure qu'il va falloir déconstruire par la suite. Donc, c'est quand même problématique, on va le dire comme ça. Et puis là aussi, on risque de renforcer les inégalités. Et au-delà du fait que là, il y a cette erreur vraiment importante, il nous expliquait que aborder les choses de manière précoce n'est pas une garantie, n'est pas un gage de réussite future. De la même manière, l'apparition des fractions de manière précoce dès le cycle 2, ce n'est pas du tout un gage de réussite future dans les évaluations internationales, parce qu'en fait, on en est toujours là. L'idée, c'est que, quand même, on ne réussit pas bien aux évaluations internationales. Donc, on va faire en sorte de les préparer au plus tôt. Je rappelle que les annonces de réécriture des programmes, etc., enfin, toutes les annonces du choc des savoirs, c'était en décembre 2023, Gabriel Attal, le jour des résultats PISA. Donc, on était bien
en réaction à ce qui semblait être de mauvais résultats. Alors en plus, là, pour le coup, il y a sans doute une manipulation des chiffres, parce qu'après, quand on va creuser, il n'y a pas une baisse de niveau, une baisse des résultats, parce qu'en fait, on a de très très bons élèves qui sont toujours très bons, sauf qu'on a plutôt un écart des inégalités scolaires entre les élèves issus des milieux les plus favorisés et les autres. Donc, c'est là-dessus qu'on a des vraies questions à se poser, et les propositions, les réponses qui sont apportées, elles vont plutôt, au contraire, aggraver les inégalités. Elles ne vont pas du tout, en fait, permettre, y compris d'avoir les meilleurs résultats aux évaluations. Et donc, ça, c'était un des exemples sur vraiment la précocité, les nombres décimaux, les fractions au cycle 2. Surtout, en plus, en les abordant d'une manière qui va mettre en tête des fausses représentations. Voilà, donc ça va un petit peu nous compliquer la tâche, au contraire. Pour ce qui est du cycle 3, alors j'ai mis des maths et des compétences psychosociales, parce que ça, c'est un petit peu la nouveauté. Mais pour ce qui est des maths au cycle 3, alors là aussi, il y a un petit peu de tout, ça dépend des domaines. Tout ce qui est géométrie, grandeur, mesure, ça conserve une assise didactique, une logique de construction des apprentissages où la situation de problème est présentée comme centrale. Ça reste quand même quelque chose de tout à fait valable, on va dire. Par contre, dans le domaine nombre et calcul, là, c'est plus problématique parce que il y a toujours déjà dans le programme de cycle 2, cette conception éclatée du nombre qui sépare la construction du nombre, le calcul mental et les techniques opératoires. Alors, des fois, c'est intéressant de réécouter des captations vidéo d'une intervention à l'Université d'automne 2018 de Rémi Brissot sur les mathématiques. On a 3 capsules vidéo qui doivent être disponibles normalement, je pense, sur la chaîne YouTube de la FSU SNUIPP. En tout cas, si ça en intéresse certaines d'entre vous, on peut faire passer les liens. Ou par rapport justement aux items des évaluations nationales, Rémi Brissot nous explique combien tout ça, évidemment, est un petit peu n'importe quoi, je vous le dis très vite. Sauf qu'en fait, c'est ça qu'on va retrouver dans les nouveaux programmes. Donc, c'est intéressant d'aller soit réécouter, soit relire Brissot. Pourtant, il y avait, parce qu'on a aussi des points d'appui par les conférences du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, et il y avait eu toute une conférence de consensus sur les mathématiques il y a quelques années, qui indiquait bien que c'est important de développer l'intelligence du calcul en lien avec une compréhension profonde de la notion de nombre. Et ça, c'est mis à mal par l'accent qui est mis sur l'automatisation en calcul mental. Donc là, on a quelque chose de problématique, et c'est déjà le cas sur le programme du cycle 2. Sur la partie résolution de problèmes, bon, on pourrait dire que ça renvoie un peu une image d'Épinal de ce qui est un problème de maths. C'est vraiment réduit à une traduction mathématique de situation de vie pour un traitement uniquement arithmétique et de façon fortement protocolisée. Il y a quand même, on voit ici ou là, l'idée qu'il y aurait une méthode à donner aux élèves, la marche à suivre pour résoudre un problème de maths. Qu'a priori, ce n'est pas tout à fait. Il y a peut-être là, pour le coup, un problème dans l'énoncé. Donc, c'est complètement en rupture, là encore, avec les travaux des instituts de recherche de l'enseignement des mathématiques, qui pointent au contraire l'importance de proposer des situations-problèmes autour de ce qui fait problème en maths. Donc, et là, ce que je dis sur le cycle 3, en fait, j'aurais pu le dire aussi sur le cycle 2. Alors, là, on a aussi l'arrivée de plus affirmée de l'algèbre dès le CM1 et la nouveauté de la probabilité, mais qui est plutôt intéressante. Parce qu'en plus, il est bien écrit là et répété que c'est une première familiarisation, il n'y a pas de procédure experte attendue, donc là, c'est plutôt OK, intéressant. Par contre, le risque, c'est d'avoir à nouveau cette saturation curriculaire avec un rythme effréné des apprentissages, et ça, pour le coup, on sait que ce serait préjudiciable, notamment aux élèves issus des milieux populaires. Voilà. Et puis, l'autre donc nouveauté dont on se demande pourquoi elle arrive là, et ce qu'elle fait là, mais c'est la part belle qui est faite aux compétences psychosociales. Alors, les compétences psychosociales, c'est un sujet à part entière et finalement, voilà, un autre sujet qu'on n'avait pas prévu d'en développer aujourd'hui, mais il y a vraiment une offensive presque. Enfin, elles sont très fortement mises en avant à toutes les sauces, partout et pour tout. Et donc, dans les programmes de maths, on a les compétences psychosociales.
Voilà. Donc, ça vise à mettre en avant les critères psychologiques explicatifs des difficultés d'apprentissage, mais au risque d'invisibiliser, décidément, les mécanismes sociaux et les modalités d'intervention centrées sur l'individu, du coup, plutôt que sur la transformation du système. Donc, nous, ça nous pose question, cette mise en avant des compétences psychosociales tous azimuts. Il ne s'agit pas de dire que les compétences psychosociales, c'est pas bien, on n'en veut pas. Je pense que ça fait des années que dans nos classes, ça fait partie de notre pratique quotidienne de s'intéresser notamment à la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Il y a plein de choses dans les compétences psychosociales. Mais là, il y a vraiment, vraiment une insistance forte à ce que ça devienne quasiment un objet d'enseignement à part entière. Et donc, on a l'impression que chaque occasion est saisie de les mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Mais donc, pour expliquer quand même pourquoi je parlais d'offensive, c'est que l'analyse que nous, on en fait, mais encore une fois, je vous dis, c'est un sujet à part entière, on peut en discuter, c'est que là, elles sont mises en avant à tel point qu'il y a un petit peu l'idée de normer les comportements et qu'en fait, on s'adapte à l'existant et qu'on ne remette jamais en question en fait, le cadre, le système. Voilà. Mais dans les maths, vous avez donc un paragraphe sur les compétences psychosociales dans le programme cycle 3. Donc voilà les quelques points que j'avais souhaité vous présenter sur le programme de maths, mais là aussi, je vous laisse évidemment réagir ou poser vos questions. Alors, le temps que vous vous chauffiez, vous vous lanciez, juste pour dire que justement les références données donc sur à la fois les vidéos Bricio, les 4 pages du SNUEPP sur les programmes de cycle 1, cycle 2, et même l'article de Muriel Bigodeau, on vous les enverra avec votre attestation de présence. Et puis on le mettra aussi sur notre site avec les ressources qu'on donne en plus des conférences à chaque fois. Oui, et du coup, j'oubliais qu'effectivement, par rapport à des choses que j'ai évoquées, il y a aussi le replay du webinaire de mai dernier avec Sylvie Plane et Eric Roditi, ou le replay de la conférence de Sylvie Plane à l'université d'automne. Alors, le webinaire du mois de mai, encore une fois, c'était à ce moment-là sur les projets de programme qui ont évolué par la suite, mais en réalité, ça reste complètement valable parce qu'il n'y a pas eu de modification en profondeur du contenu des programmes. Donc, si ça vous intéresse, en plus, ça a été découpé, le webinaire durait 2 heures, mais on l'a découpé en capsules vidéo. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire passer le lien aussi. Et voilà, donc il y a une petite vidéo sur justement les nombres décimaux au cycle 2, et puis une autre qui est plus juste cycle 1. Donc, c'est des vidéos qui vont faire de 3 à 10 minutes selon le découpage. Mais voilà, donc ça peut être intéressant à réécouter. Et la conférence de Sylvie Plane à l'université d'automne, c'était d'essayer aussi de nous expliquer vraiment quels étaient les choix qui avaient présidé à la conception des programmes, quoi. Enfin, comment ils avaient été construits, ces nouveaux programmes. Voilà, donc ça peut aussi venir compléter la bibliographie, en fait. Donc, à vous pour les questions sur les maths. Nathalie? Moi, Vas-y. sur les compétences psychosociales et les mathématiques, en fait, j'ai pas bien compris. En fait, c'est compétences psychosociales associées en fait à la problématique des maths. En fait, est-ce que c'est ça qu'il y a dans le programme du cycle 3? En fait, comme je les ai pas lus, je sais pas du tout cela. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre le paragraphe. Alors, j'ai pas sorti le programme, je vais aller le rechercher. Mais en fait, dans ce qui était présenté, où il y avait en plein milieu comme ça du programme de maths, donc avec les différents domaines, le nombre, la géométrie, etc. On avait un paragraphe là d'un coup, compétences psychosociales, dont on s'est bien demandé ce qu'il venait faire là. Parce qu'encore une fois, les compétences psychosociales, en tout cas peut-être les plus évidentes pour nous en termes de motivation d'un élève, de confiance en soi, d'estime de soi, d'oser prendre la parole, etc. Je pense que c'est des choses qui sont finalement intégrées à notre pratique quotidienne. Le travail sur les émotions, enfin bon, voilà, on pourrait faire une liste un petit peu de tout ce qui rentre dans les compétences psychosociales. Ça fait partie de nos gestes professionnels. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas bien les compétences psychosociales. Non, non. Mais donc là, il y a vraiment cette volonté de les mettre en avant. Et
et donc d'en faire presque un objet d'enseignement à part entière. Et donc oui, là, il y avait un paragraphe compétences psychosociales au milieu des mathématiques, ce qui était quand même pour le moins surprenant, puisqu'a priori, on ne fait pas des maths pour développer je ne sais quelle compétence psychosociale, qu'après on ait besoin d'avoir des compétences psychosociales bien installées pour peut-être mieux réussir dans tel ou tel domaine d'apprentissage, pourquoi pas. Mais on a l'impression qu'il y avait aussi là une bascule ou un renversement, en fait, un inversement des priorités et des conceptions des choses. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ma réponse, mais c'est pour ça que j'essayais d'expliquer que, donc là, les compétences psychosociales, elles sont vraiment promues par le ministère, mais en fait, c'est en lien avec Santé publique France, parce qu'il y a tout un… Alors, ce n'est pas un protocole, il y a un plan en fait interministériel avec un objectif d'ici à 2037, si je ne m'abuse, autour des compétences psychosociales. Donc, ça vient de la santé, c'est autour de la santé mentale des jeunes. Et il y a tout un volet qui concerne l'éducation nationale. Et du coup, d'un coup, on voit fleurir ces références aux compétences psychosociales, mais qui deviennent des réponses en elles-mêmes. Dans le nouveau programme d'éducation morale et civique l'année dernière, il y avait plein de références aux compétences psychosociales. On verra tout à l'heure que dans le programme EVAR, enfin, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais en fait, dans le programme EVAR, il y avait aussi toute une partie sur les compétences psychosociales qu'on a fait enlever, parce que ça n'avait rien à faire là. C'est-à-dire qu'on avait du coup, j'avance un petit peu sur le sujet suivant, mais on avait le préambule du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour ce qui concerne le second degré. Et puis d'un coup, on avait 2 pages avec toute la présentation de Santé publique France sur les compétences psychosociales. Ça n'avait rien à faire là. Donc là, ça a été enlevé, mais du coup, on le retrouve dans un document d'accompagnement sur EduScol. Voilà. Et comme ça, on voit fleurir c'est même pas un engouement, encore une fois, il y a ce plan interministériel autour des compétences psychosociales, mais il y a une mission d'ailleurs en ce moment de l'inspection générale sur cette question. Ils se sont auto-saisis d'ailleurs. Voilà. Il y avait déjà eu un rapport de l'inspection générale sur les compétences psychosociales au lycée professionnel l'année dernière. Enfin, c'est vraiment un petit peu la mode du moment, entre guillemets. Enfin, c'est plus qu'une mode. Et donc, encore une fois, nous, il y avait l'idée que en mettant les compétences psychosociales en avant, l'analyse qu'on en fait, puisque là, il y a des paragraphes complets dans les programmes là-dessus, c'est que on voudrait en fait c'est l'idée en fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. En fait, on ne va plus remettre en question, je parlais des mécanismes sociaux, ce qui génère les inégalités scolaires, par exemple. Là, on va simplement, grâce aux compétences psychosociales, faire en sorte que les élèves acceptent les choses telles qu'elles sont. Et puis, voilà, soient résilients, pour prendre des termes qui finissent par être un petit peu vidés de leur sens parce qu'ils sont utilisés à toutes les sauces. Et puis, c'est uniquement peut-être des critères psychologiques qui font qu'ils et elles n'y arrivent pas. On gomme tout ce qui est tout ce qui fait système pour renvoyer à l'individu. Je ne suis pas sûre d'avoir été beaucoup plus claire, mais après, on peut développer, si vous voulez, sur les compétences psychosociales. Je peux retrouver le paragraphe dans le programme de maths, je l'ai par là. Alors, je l'ai cherché, Sarah, pendant que tu t'exposais. Donc, on va juste le montrer rapidement. Hein. Oui. Que je le trouve. Non. Donc, dans les programmes tels qu'ils ont été publiés, effectivement, donc là, c'est l'annexe du BO. Hein. Dans les grands principes, on va le retrouver 2 fois. Il y a les objectifs majeurs qui sont détaillés, et puis après, effectivement, il y a ce que tu dis, il y a carrément le paragraphe, les compétences psychosociales. Donc, dans les objectifs majeurs, il y en a un, c'est le développement de compétences permettant à chaque élève, je ne sais pas si vous arrivez, voilà. Donc, il y a celle-ci. Hein. Donc, dans les maths, on va pouvoir renforcer l'estime de soi. Et puis ensuite, il y a un paragraphe entier sur les compétences psychosociales qui fait partie donc des grands principes de l'enseignement des mathématiques. Et on notera en dessous l'égalité entre tous les élèves et particulièrement entre les filles et les garçons.
Ça me fait penser à Elisabeth Borne qui est venue ce matin à France Inter. Et j'ai cru qu'elle allait parler du grand. Enfin, c'était la première question de l'ouverture du journal, c'est elle va venir parler j'en oublie mes mots, Macron qui a lancé donc c'est pas un comité. Une convention citoyenne. Convention citoyenne, merci Sarah, donc non pas sur les rythmes scolaires, mais sur le temps de l'enfant, ce qui revient un petit peu au même. Et en fin de compte, elle est partie sur des collègues qui sont enfermés en Iran. Donc, ça a pris un petit peu de temps. C'est un sujet majeur aussi, mais on ne pensait pas qu'elle venait pour ça. Après, elle a parlé de tout ce qu'ils allaient faire sur l'égalité entre les filles et les garçons pour les mathématiques et les sciences, parce que, alors, c'est pas pour le bien des filles, c'est aussi pour le bien des filles, mais c'est surtout parce qu'on manque de techniciens, de techniciennes pour le coup, parce que les techniciens, on n'arrive pas à en avoir beaucoup plus, donc on pourrait avoir beaucoup plus de techniciennes et ça ferait le total. Et pareil pour les ingénieurs. Et alors, je n'ai pas tout écouté, je suis désolé, mais il y en avait un. Pour ça me fait penser un peu à ça, à de l'affichage. Il y aura une charte qui sera affichée, donc ce sera sûrement partie des programmes sur qu'est-ce qu'il faut faire en maths et en sciences pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Voici les grands thèmes que venait nous présenter Elisabeth Borne ce matin. Et après, elle n'avait plus le temps de développer sur ce qu'allait être cette convention citoyenne. C'est ce que j'allais dire, moi, sur les compétences psychosociales. Je suis sûre que c'est en lien avec filles-garçons et que nous, en tant qu'enseignants, on ne traite pas les filles de la même manière en sciences, en maths, et que c'est peut-être pour effacer certains sujets, mais je pense que c'est aussi pour dire aux profs, c'est vous qui générez aussi ce système d'inégalité entre filles et garçons. Donc, on vous en met une couche dans les programmes parce que, en fait, moi, je l'interprétais un petit peu comme ça. D'autant que quand on sait que la réforme quand même des lycées a fait chuter, c'est bien de nous dire que c'est nous parce que justement cette réforme avec Parcoursup, enfin avec tout ce qu'il y a eu au lycée comme dernière réforme, a fait chuter le nombre de femmes en sciences, de filles au lycée, mais de façon dramatique. C'est-à-dire en un an, ils en ont perdu, c'était de l'ordre de 10-12%, puis en 2 ans, c'était 25%. Et à la fin, ils s'inquiètent. Ils disent non, mais là, dans les sections scientifiques, il y a un gros déficit et il y a un abandon, quoi. Elles s'en allaient. Donc, merci pour la réforme du bac. Et ils ont dû revenir, tellement ça prenait des proportions gravissimes. Donc, ils peuvent toujours dire que c'est nous. Il y a un petit côté pompier pyromane, là, pour le coup, hein, c'est sûr. Après, sur les compétences psychosociales, du coup, merci Pierre d'avoir retrouvé le paragraphe. Voilà. Il faut que j'essaye de m'exprimer de manière peut-être plus claire. Alors, sur le côté égalité filles-garçons, je ne suis pas sûre que ce soit les compétences psychosociales qui soient mises en avant pour… voilà. Mais il y aurait plutôt le côté… en gros, pour réussir en maths, il faudrait mobiliser les bonnes compétences psychosociales. Je vais le dire un petit peu comme ça. Okay. Et donc, on oublie tout ce qu'on sait sur les mécanismes en fait de rapport à l'école, de savoir scolaire, les inégalités scolaires liées aux inégalités sociales, par rapport aussi au capital culturel des familles, le rapport à la langue, le rapport au langage plutôt, qui font que des élèves ne vont pas non plus, enfin tout le monde n'arrive pas évidemment égal à l'école, loin s'en faut. Et au lieu finalement d'aller questionner tous ces mécanismes sociaux, tout ce qui se passe et d'y apporter des réponses, donc en fait de changer le système, pour le dire un peu vite, on va renvoyer à chaque personne individuellement en disant mais en fait si tu n'y arrives pas, c'est juste tu n'avais pas assez confiance en toi ou tu n'étais pas assez motivé, ou etc. Et c'est plutôt ça ce que nous on perçoit là sur ce focus vraiment mis sur les compétences psychosociales, un petit peu ouais, tous azimuts. Voilà pourquoi là avoir ce paragraphe dans le préambule des programmes mathématiques du cycle 3. Oui, pourquoi pas en français? Enfin, je veux dire, pourquoi en maths? Enfin, c'est un peu… Sachant que je parlais de la réécriture du socle commun, et le socle commun, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait donc 4 domaines, 4 axes: français, maths, culture générale. Donc ça aussi, ça peut être un autre point de discussion, parce que qu'est-ce que ça veut dire culture générale? Qu'est-ce qu'on fait des domaines disciplinaires en tant que tels et qui sont essentiels
voilà, que ce soit les arts, les sciences, l'histoire, la géographie, etc. Donc là, culture générale, hein, c'est un petit peu le trivial poursuite de l'éducation nationale. Et le quatrième domaine du futur socle commun, ce sont les compétences psychosociales. Ça va devenir un domaine du socle commun. En tout cas, c'est comme ça que la commande a été faite pour la réécriture du socle. Donc, on voit bien, là aussi, on parlait des pièces du puzzle, qu'il y a des choses qui se mettent en place et qu'on doit sans nul doute interroger. Alors, en trouvant la bonne manière de les interroger, parce que voilà, encore une fois, si on parle de compétences psychosociales, de gestion des émotions, de motivation, tout ça, je pense que tout un chacun dans nos classes, c'est des choses dont on est conscient ou voilà, sur lesquelles on travaille d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est là encore derrière cette promotion des compétences psychosociales, c'est encore autre chose. Il y a quand même un projet là aussi et une idée bien particulière, je pense, de ce à quoi elles servent dans la tête de notre gouvernement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour répondre à la question précédente et la question de l'égalité filles-garçons, notamment en maths. Je pense que c'est encore un autre sujet parce qu'il est tout à fait probable que nos pratiques, malheureusement, contribuent à, en tout cas, peut-être pas, si ce n'est les aggraver, en tout cas, maintenir ces inégalités. Mais parce qu'on aurait déjà à prendre conscience d'un certain nombre de choses, et puis surtout, on a besoin de formation. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire que, oh là là, c'est de notre faute, mais parce que là, on est sur des choses structurelles. Il y a des recherches très intéressantes et je pense notamment aux travaux, et pourtant ils ne sont pas tout à fait récents, mais malheureusement ils restent complètement d'actualité parce qu'ils ont quand même 40 ans. Les travaux d'Elena Giannini Bellotti, une Italienne, qui avait publié en 1973 du côté des petites filles. Et son livre, il s'adressait notamment à tous ceux et toutes celles qui travaillent avec des enfants jeunes. Elle avait été aussi observée dans des écoles, etc. Mais elle explique très bien à quel point il y a une différenciation vraiment de traitement quasiment même dès avant la naissance entre les filles et les garçons. Et puis nous, on ne vit pas hors dehors de notre société, on a aussi intégré un petit peu les fonctionnements. On est dans des sociétés quand même très souvent voilà, patriarcales, il y a des biais sexistes qu'on a pu intégrer aussi. Donc, pour déconstruire tout ça et trouver comment faire autrement et cesser d'aggraver les inégalités entre les filles et les garçons, en tout cas, c'est pas avec un claquement de doigts ou des annonces d'Elisabeth Borne qu'on va régler quoi que ce soit. Donc, ça, c'est certain. Et on n'a pas, je pense, à se sentir fautif, par contre, nous, enseignantes et enseignants, après avoir conscience que peut-être on y contribue parfois sans le vouloir. C'est parfois aussi là le début pour, voilà, on chausse nos lunettes pour voir ça au travers du filtre de l'égalité et voir comment on peut gérer. On le sait, il y a des travaux qui montrent que, par exemple, sans parler des pratiques enseignantes, mais l'utilisation de la cour de récréation, enfin, il y a plein de choses parfois qui, quand même, ouais, mais je prends cet exemple-là parce qu'il est peut-être plus facile, comme ça on fait un pas de côté, mais encore faut-il en prendre conscience, puis réfléchir après collectivement comment on fait différemment, comment on organise différemment cet espace pour qu'il soit moins vecteur d'inégalités genrées. Donc, il y a plein de questions, mais c'est encore un autre sujet, je pense. Et en tous les cas, il est certain que voilà, imposer les quotas de filles, je ne sais pas si toutes les annonces qu'a fait Elisabeth Borne, j'avoue, je ne l'ai pas écouté ce matin. J'aurais peut-être dû. Mais ça fait écho à ce que tu disais, Sarah, quand tu disais qu'on gomme ce qui fait système pour aller à l'individualisation. Si on s'attaque uniquement, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on perpétue des choses, mais je veux dire, pour le parer, pour réparer, il ne s'agit pas de dire, bon, à partir de maintenant, vous allez faire comme si. C'est dans la formation, il faut déjà le reconnaître, à l'aspect systémique. Et ça veut dire que dans la société, dans la formation, et initiale, et continue, et aussi dans les postures d'encadrement, dans les postures d'accompagnement, on n'est pas cette espèce de rigidité, enfin, qui fait que on reproduit des systèmes, notamment d'inégalité filles-garçons. On pourrait aussi parallèlement se poser la question, le regard des fois des chefs d'établissement, des IEN, serait-il le même, ou même de la société,
si la population enseignante n'était pas si féminisée. Donc, je veux dire, il faut vraiment avoir un regard global pour pouvoir en sortir. Et c'est pas le cas. En fait, ils ciblent en disant, voilà, c'est votre... Enfin, allez, on fait un truc. Mais c'est du saupoudrage. Donc, je trouvais que ça faisait vraiment écho à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on emmène les gens sur de l'individu pour ne pas voir ce qui est global et qui relève de la société, de l'ensemble, de quelque chose de plus global. Voilà. Oui. Mais alors, la cour, tu peux pas savoir, Laurence, la cour de récréation. C'est toute une histoire. Oui, Parce que- je sais. Voilà, parce que aussi se déplacer dans l'espace, c'est aussi mathématique. C'est-à-dire, ça développe la notion de géométrie. Donc, il y a plein de raisons pour que ça fasse un lien avec les mathématiques, la cour de récré. Tout à fait. Mais en tout cas, oui, on ne remet pas en cause tout ce qui est structurel et systémique. Et Voilà, c'est ça. on Donc, ne réinterroge pas. voilà, c'est ça. On voit bien la volonté de pas voilà. J'abonde dans ton sens. Alors moi, je vais sauter sur la transition. Je propose une petite récréation. 5 Oui. minutes. Oui. Sauf si on avait dit 10 minutes. Si 5, ça vous va, on fait 5 minutes. Il faut que tout le monde se lève, se dégourdisse les jambes, c'est obligatoire. On ne va pas parler d'activité physique maintenant, quotidienne. Mais voilà, on prend 5 minutes et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.